4 premiers ministres en 12 mois. Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou. Et maintenant Sébastien Lecornu qui vient de démissionner après seulement 28 jours, un record d'éphémérité absolue sous la Ve République. La France n'est plus gouvernée. Elle est gérée par une succession de locataires provisoires de Matignon qui passent leur temps à former des gouvernements plutôt qu'à gouverner. Ce n'est pas de l'instabilité normale. C'est une crise constitutionnelle profonde qui révèle que le système politique français est cassé. La dissolution catastrophique d'Emmanuel Macron en juin 2024 a transformé l'Assemblée nationale en champ de mines ingouvernable où aucune majorité n'est possible. Le résultat est un pays paralysé, incapable de prendre des décisions, de voter un budget, de faire des réformes. La France est devenue ingouvernable non pas par accident, mais par la faute d'un président arrogant qui a joué à la roulette russe avec les institutions et a perdu. Revenons au début de cette comédie tragique. En janvier 2024, Emmanuel Macron pousse Elisabeth Borne à la démission après 19 mois à Matignon. Son passage a été marqué par la réforme des retraites imposée avec l'article 49.3 et la loi immigration. 2 dossiers explosifs qui ont épuisé son capital politique. Macron veut du sang neuf avant les élections européennes de juin. Il nomme Gabriel Attal, 34 ans, le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République. Attal est brillant, médiatique, dynamique. Il est censé redynamiser le quinquennat. Mais ce pari est un échec total. Les élections européennes de juin 2024 sont un désastre pour le camp présidentiel. Le Rassemblement national de Marine Le Pen écrase la liste macroniste avec 31,37% des voix contre moins de 15% pour Renaissance. C'est une humiliation publique. Au lieu d'accepter cette défaite et de continuer avec Attal jusqu'aux législatives de 2027, Macron commet l'erreur fatale. Le soir même des européennes, il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est un coup de poker insensé. Il espère que les Français, confrontés au risque réel de voir le RN gouverner, voteront différemment lors des législatives. Il se trompe complètement. Les législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet 2024 produisent le pire résultat possible. Aucun bloc n'obtient la majorité. Le nouveau Front populaire, coalition hétéroclite de gauche allant des socialistes à la France insoumise, arrive en tête avec 193 députés. Le bloc centriste macroniste est deuxième avec environ 170 députés. Le Rassemblement national est troisième avec 126 députés malgré une dynamique initiale qui le donnait largement en tête. Les républicains traditionnels et divers groupes complètent un paysage totalement fragmenté. Aucune coalition majoritaire n'est possible. La gauche refuse de s'allier avec les macronistes. Les macronistes refusent catégoriquement de travailler avec la France insoumise. Le RN est mis en quarantaine par tous. Gabriel Attal présente sa démission le 8 juillet, qui est acceptée le 16 juillet. Mais qui nommer pour le remplacer? Pendant 2 mois, la France est sans gouvernement. Attal gère les affaires courantes pendant les Jeux olympiques. L'économie française est en pilotage automatique. Aucune décision importante ne peut être prise. Les investisseurs regardent ce spectacle pathétique avec effarement. Comment la 6e économie mondiale peut-elle être si mal gouvernée? Après d'interminables consultations qui ne mènent nulle part, Macron nomme Michel Barnier le 5 septembre 2024. Barnier, 73 ans, ancien ministre sous Chirac et Sarkozy, ancien commissaire européen, négociateur du Brexit, est censé être l'homme de la situation. Un vieux routier politique capable de naviguer dans une assemblée impossible. Mais sa nomination déclenche immédiatement une crise. La gauche hurle au coup de force antidémocratique. Le NFP est arrivé en tête aux élections, mais c'est un homme de droite qui est nommé. Les accusations de déni de démocratie fusent. Barnier forme un gouvernement de coalition fragile entre le centre macroniste et les républicains. 39 ministres annoncés le 21 septembre après 16 jours de négociations laborieuses. Ce gouvernement ne dispose que d'environ 200 députés sur 577. Il survit uniquement parce que le Rassemblement national choisit de ne pas le censurer immédiatement.
Marine Le Pen comprend qu'elle a un pouvoir de vie ou de mort sur le gouvernement. Elle utilise ce pouvoir comme levier de négociation, exigeant des concessions sur ses priorités politiques. La priorité de Barnier est de faire voter le budget 2025. La France est en situation de déficit massif, plus de 6% du PIB. Bruxelles menace de sanctions. Les marchés surveillent nerveusement. Barnier veut faire 60 milliards d'euros d'économies, augmenter certains impôts, mais l'Assemblée refuse de coopérer. Les amendements s'accumulent, les débats sont interminables. Barnier se retrouve coincé. Pour faire adopter le budget de la sécurité sociale, il est obligé d'utiliser l'article 49.3 le 2 décembre 2024, engageant la responsabilité de son gouvernement. Immédiatement, 2 motions de censure sont déposées. Une par le Nouveau Front populaire, une autre par le Rassemblement national. Marine Le Pen annonce que ses députés voteront les 2 motions. Le 4 décembre, la motion du NFP est adoptée avec 331 voix. Le gouvernement Barnier tombe. Michel Barnier démissionne le 5 décembre après seulement 91 jours à Matignon. C'était à ce moment-là le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, hors période de transition électorale. Un record humiliant, battu depuis. Nouvelle crise. Qui nommer maintenant? Les noms circulent. Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, d'autres. Finalement, le 13 décembre, Macron nomme François Bayrou, 73 ans, président du MoDem et allié historique de Macron. Bayrou est un centriste chevronné. Il a déjà été candidat à la présidentielle 3 fois. Il connaît toutes les ficelles de la politique française. Mais il hérite de la même assemblée ingouvernable que Barnier. Bayrou prend 10 jours pour former son gouvernement, annoncé le 23 décembre, juste avant Noël, comme promis. 35 ministres, incluant 2 anciens premiers ministres, Elisabeth Borne à l'Éducation nationale et Manuel Valls aux Outre-mer. Gérald Darmanin revient comme garde des Sceaux. C'est un gouvernement de recyclage, de vieux visages qui reviennent parce qu'il n'y a personne d'autre. L'opposition menace immédiatement de censure. Bayrou sait qu'il marche sur des œufs. Bayrou survit miraculeusement à 8 motions de censure entre décembre 2024 et septembre 2025. C'est un exploit politique. Il négocie, il flatte, il menace, il promet. Il réussit à maintenir la tolérance du RN et à éviter que toute l'opposition ne s'unisse contre lui. Mais le 8 septembre 2025, son tour arrive. Bayrou demande un vote de confiance à l'Assemblée après sa déclaration de politique générale. C'est une première dans l'histoire de la Ve République qu'un tel vote soit refusé. 364 députés votent contre lui, 194 pour. Bayrou perd la confiance de l'Assemblée et doit démissionner. Le 9 septembre, Macron nomme Sébastien Lecornu, 51 ans, ministre des Armées dans les gouvernements précédents, proche du président. Lecornu est un technocrate compétent mais sans base politique large. Son nom circulait depuis des mois mais n'avait jamais été retenu. Macron, à court d'options, le choisit finalement. Lecornu annonce la composition de son gouvernement le 5 octobre. Mais le lendemain, le 6 octobre, à peine 28 jours après sa nomination et quelques heures après avoir annoncé son équipe, Lecornu démissionne. Un événement sans précédent. Que s'est-il passé? Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat et ministre de l'Intérieur dans les gouvernements précédents, dénonce publiquement la composition du gouvernement Lecornu, remettant en cause la participation de son parti. Sans le soutien des Républicains, Lecornu n'a aucune chance de survie. Plutôt que d'affronter une censure certaine et immédiate, il préfère démissionner. 28 jours. C'est le nouveau record absolu de brièveté pour un Premier ministre sous la Ve République. Michel Barnier, qui détenait le précédent record avec 91 jours, semble maintenant avoir eu un mandat long. 4 premiers ministres en 12 mois. 5 si on commence à compter à partir d'Attal. Des gouvernements qui tombent plus vite qu'ils ne se forment. Une assemblée nationale où aucune majorité n'est possible. Un président qui refuse de démissionner malgré l'évidence de son échec. Comment en est-on arrivé là? La responsabilité première revient à Emmanuel Macron. Sa dissolution était un pari stupide basé sur l'arrogance et le déni. Il pensait pouvoir forcer les Français à voter comme il le voulait. Il a créé une situation constitutionnelle insoluble. La Constitution de la Ve République a été conçue pour un système où un bloc majoritaire existe à l'Assemblée. Le président nomme un Premier ministre issu de cette majorité.
Le gouvernement gouverne. Cela fonctionne bien quand il y a une majorité claire. Même en cohabitation, quand le président et la majorité parlementaire sont de bords opposés, cela fonctionne parce qu'il y a au moins une majorité. Mais quand l'Assemblée est fragmentée en 3 blocs inconciliables, le système ne fonctionne plus. Le président ne peut pas dissoudre à nouveau avant juillet 2025, un an après les dernières élections législatives. C'est une règle constitutionnelle. Donc l'Assemblée actuelle restera jusqu'en 2027 au minimum. Pendant tout ce temps, la France devra fonctionner avec une Assemblée ingouvernable. Aucun Premier ministre ne peut tenir longtemps sans majorité. Chaque budget, chaque réforme sera un combat perdu d'avance. L'utilisation répétée du 49.3 déclenche automatiquement des motions de censure. C'est un cercle vicieux. Les conséquences économiques sont désastreuses. Les investisseurs fuient l'incertitude. Les réformes nécessaires sont impossibles. Le budget 2025 n'est toujours pas voté. La France fonctionne sur la reconduction de l'ancien budget. Les agences de notation menacent de dégrader la note souveraine française. Le déficit explose. La dette augmente. Pendant que les politiciens jouent à la chaise musicale à Matignon, l'économie réelle souffre. Les tensions sociales s'aggravent. La population française regarde ce spectacle pathétique avec un mélange de colère, de dégoût et de désespoir. La confiance dans les institutions politiques s'effondre. Les extrêmes gagnent du terrain. Le Rassemblement national de Marine Le Pen se présente comme le seul parti stable et responsable qui essaie de gouverner dans le chaos. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon dénonce le système et appelle à une 6e République. Le centre macroniste est discrédité. Les républicains traditionnels sont en lambeaux, divisés entre ceux qui collaborent avec Macron et ceux qui refusent. Certains appellent à une démission de Macron. Si le président démissionnait, des élections présidentielles anticipées pourraient clarifier la situation. Mais Macron refuse catégoriquement. Il reste jusqu'à la fin de son mandat en 2027. Son ego ne lui permet pas d'admettre l'échec. Résultat, la France est condamnée à 2 ans supplémentaires de chaos politique. 2 ans pendant lesquels aucun gouvernement ne tiendra, aucune réforme ne passera, aucune décision importante ne sera prise. D'autres proposent des changements constitutionnels, passer à un système plus proportionnel, introduire la possibilité de coalition formelle à l'allemande, réduire les pouvoirs présidentiels, renforcer le rôle du Parlement. Toutes ces idées ont du mérite, mais nécessitent une révision constitutionnelle. Cela prend du temps et nécessite des majorités qualifiées. Dans le chaos actuel, c'est impossible. La France est piégée. L'Assemblée est ingouvernable. Le président refuse de partir. La Constitution ne prévoit pas cette situation. 4 premiers ministres en un an ne sont pas un signe de vitalité démocratique. C'est un signe d'effondrement institutionnel. Aucun pays développé ne peut fonctionner avec ce niveau d'instabilité politique. Les partenaires européens de la France regardent avec inquiétude. L'Allemagne, elle-même en difficulté politique, est au moins capable de former des gouvernements de coalition qui durent. L'Italie, habituée à l'instabilité, a au moins des mécanismes rodés pour gérer les crises. La France découvre qu'elle n'a pas ces mécanismes. Qui sera le 5e Premier ministre ? Personne ne le sait. Les noms continuent de circuler, mais qui voudrait ce poste empoisonné ? Être nommé Premier ministre maintenant, c'est accepter d'être censuré dans quelques semaines ou mois maximum. C'est détruire sa réputation politique pour rien. C'est gérer l'impossible avec la certitude de l'échec. Seuls les très ambitieux ou les très naïfs accepteront. La France est devenue ingouvernable parce qu'Emmanuel Macron a joué avec les institutions et a perdu. Sa dissolution était un acte de hubris qui a brisé le système politique français. 4 premiers ministres en un an sont la conséquence directe de cette erreur. Et ce n'est pas fini, d'autres premiers ministres tomberont, d'autres gouvernements éphémères se succéderont. Jusqu'en 2027 au moins, la France restera dans ce chaos. C'est la malédiction que Macron a infligée à son pays. Un président élu pour apporter la stabilité et la réforme a créé l'instabilité et la paralysie. L'histoire jugera sévèrement cette période comme l'une des plus chaotiques et pathétiques de la Ve République.